Alors, pour cette deuxième journée, nous recevons Mathieu Jiménez, qui nous arrive tout droit du Mexique hier soir. Il est encore en décalage horaire, donc soyez indulgents. Tu peux parler dans le micro. Bonjour à tous. Voilà. Et Christophe Mailly, il est en décalage horaire de 2 minutes 50, puisqu'il arrive de Tours. Je pense que je suis dans le même fuseau que La Rochelle. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, ce sont deux poètes. Mathieu Jiménez vient de publier L'étendue de la lumière, que voilà. C'est son premier recueil, un très très beau recueil. Christophe Mailly est un poète confirmé, puisqu'il a reçu le prix Mallarmé en 2022, le prix Léon Paul Fargue en 2023. Ce qui veut dire beaucoup et peut-être pas grand-chose, parce qu'il faut lire sa poésie pour se rendre compte de la beauté de sa parole poétique. Alors, je les ai réunis tous les deux autour de l'idée des poètes marcheurs, puisqu'on sait que la poésie a toujours été attirée par l'ailleurs, par le voyage, par la marche. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu deux types de poètes voyageurs, en quelque sorte. Il y a ceux du voyage exotique, qui viennent de loin. Je me tourne vers toi, Mathieu. Du Mexique, par exemple. Oui. Alors, on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait mexicain en vérité. C'était une immense déception. Mais Christophe a tout de même remarqué qu'il était plus mexicain que la moyenne, puisqu'il y vit. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis il y a les poètes qui sont plus du côté de la marche, sur des destinations peut-être un peu moins exotiques, plus familières, mais avec quand même l'idée du voyage. Alors je voulais vous demander, à l'un et à l'autre, quel rôle la marche, ce voyage qui passe par les pieds déjà, comment est-ce que la marche influe sur votre création, sur le processus d'écriture poétique? En ce qui me concerne, la marche est importante pour moi dans la mesure où une grande partie des textes se construisent lors de promenades. Ayant la chance d'avoir 3 chiens que je dois promener plusieurs fois par jour, et ce sont toujours des moments qui sont propices à la construction parce que dans le mouvement, il y a aussi un mouvement de la pensée qui permet d'accompagner en fait l'écriture. Pour moi, la marche est importante, le déplacement, dans la mesure où il me déplace de mon centre, de mon périmètre. En fait, sortir de mon périmètre me permet d'être dans la construction et dans la recherche aussi d'images. C'est dans ce mouvement-là du corps, le corps participe en fait à l'écriture, même si après il y aura une très grande partie immobile à la table de travail. La naissance en fait se fait dans le mouvement, puis la construction se continuera dans l'immobilité. Mais c'est d'abord dans le mouvement que naît le poème. Et vous, Christophe? C'est difficile d'ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, si ce n'est que, effectivement, je suis d'accord pour le mouvement très naturel de la marche. Il n'y a pas plus naturel que de marcher. À la limite, le vélo, c'est déjà un artifice, à mon sens. Et effectivement, la mobilité, enfin, le déplacement, chez moi aussi, par exemple, crée une sorte de fatigue. Alors ça dépend si vous faites du léger vitrine ou si vous marchez vraiment, mais quand vous allez un petit peu au bout, les forces commencent à s'épuiser, vous avez une sorte de, j'insiste sur le mot fatigue, qui n'est pas quelque chose de négatif, hein, qui libère quelque chose. Et c'est un peu ce que vient de dire Mathieu. C'est-à-dire qu'après coup, après le mouvement, vient le temps de... difficile, alors c'est pas un état second, mais quelque chose de... vous êtes beaucoup plus réceptif. Alors quelqu'un m'a dit la semaine dernière, j'étais dans une rencontre du même type, moins bien quand même, je veux le dire, tu as ici les Moulineaux, pour ne pas les nommer, et du coup on avait... quelqu'un m'a dit, ça libère des endorphines, la marche. Ça devait être quelqu'un de scientifique.
du milieu médical, en tout cas peut-être que c'est ça. Et effectivement, cette fatigue dont je parle, c'est peut-être ça, une espèce d'état où on perçoit plus les choses. Donc l'écriture vient, chez moi, un peu comme là, en différer ce mouvement qui a eu lieu et qui a produit ses effets sur le corps, qui vont se traduire généralement par de l'écriture. Voilà. Et pas tout le temps non plus, ce n'est pas systématique. Ça peut venir à un autre moment. Je pense que Mathieu est un peu... Je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles du mot d'état. En fait, ça me fait penser à Georges Haldas qui parle de l'état de poésie. En fait, la marche, parce qu'elle te fait rencontrer tout un tas d'êtres vivants, de choses, d'objets de la nature, si ce n'est te force, en tout cas te place plus facilement dans un état de poésie. Et donc c'est la possibilité, parce que la marche en forêt, parce que le sentier côtier, on en parlait ce matin, le fait d'être dans des paysages qui te soulèvent l'âme, forcément ça permet cette mise en état de poésie qui permet de laisser advenir le poème en soi. Dans la préface, enfin le texte liminaire des Clairvoix, tu expliques très bien, Christophe, comment se tisse le poème et le rapport entre la marche et le poème. Donc là, je propose d'en lire un extrait des Clairvoix de Christophe Mailly, qui va être lu par Sébastien Minot. Et on enchaînera sur un extrait de L'étendue de la lumière de Mathieu Jiménez, qui sera lu par Isabelle Morino. Je marche par tous les temps, à la moindre occasion, au fil des saisons, dans les champs, les forêts, les prairies sur les hallages, les chemins de ronde, les sentiers des douaniers, aux abords des villes, dans les vignes, près des étangs et des tourbières, sur les routes, en lisière du jour et de la nuit, au fond des campagnes anonymes et des terroirs désaffectés. Je me contente de peu. Je n'accomplis aucune performance. Je n'atteins aucun objectif, ni n'obtiens le moindre privilège ou avantage. J'invente mes chemins de traverse, seul, avec moi. Je voyage au présent simple. La marche est le voyage. Elle se suffit à elle-même, comme je me suffis à moi-même quand je marche. Est-ce une posture, un concept, un effet de mode, une opinion ou une idéologie? Rien de tout cela, non. Juste un fait, une expérience de la vérité qui me confronte à mes propres fins. Un exil intérieur, une exploration apaisée. Une mise en présence avec la lumière de la vie offerte à chaque pas. Le sens de la marche, c'est elle-même. C'est de réaliser ce que nous sommes ici et maintenant. D'être en relation permanente avec notre être profond, que nous oublions chaque instant. Appareillage. L'attention est le plus grand secret qu'il nous soit donné de découvrir. Par elle, les dimensions du monde se confondent réellement avec l'infini. Elle met au jour à quel point nous appartenons à un tout. Appareillage. Dont rien ne peut être séparé. L'attention est la lumière de la vie humaine. Elle est aussi simple que la marche à pied. Simple, comme aller devant soi, sans laisser aucune empreinte. Appareillage. Juste quelques mots, éphémères, comme le vent qui escorte le marcheur en route vers lui-même. We are setting sail. Prendre terre. Appareillage ce matin en baie de Chesapeake. Planté là, le Potomac se signe. Puisse le vol d'un bruyant pain te nourrir pour la traversée. En mer, tu songes aux œuvres vives. Écris. Nul ne les voit,
mais sur elle tout repose. Ainsi la poésie, la lente germination des laitues et des vers dans la gloire du regain. De retour au pays, il faudra marcoter le palissandre, dégager l'arbre encroué, tailler les oliviers, reboiser l'âme humaine. Mais l'heure est à la vague. Au mi-temps de la nuit, la machine te réveille. La frégate foule les flots, pareille à la harde de sanglier remuant la terre. Ramasse, tiens bon. Les Açores bientôt. Plus loin, le sud natal. Là-bas, sauras-tu ton chemin parmi les atterrages semés d'écueils? Écris-nous, parle-nous, parle-nous des Amériques, du silence indien. Et surtout, oui, parle-nous du bruit en pain, parle-nous. Alors, une magnifique lecture chorale où les deux textes se sont entremêlés, où il y a eu des effets d'écho de l'un à l'autre. Je ne sais pas comment vous vivez le fait d'entendre vos poèmes, d'abord portés par des voix différentes, et puis avec cette création, cette mise en scène, cette mise en voix. Moi, j'ai noté un peu d'exotisme, peut-être qui manque à mon exercice à moi, et justement, c'est ce qui est intéressant. Ça va beaucoup plus loin, avec des mots que j'emploierai pas parce que j'en ai pas besoin, je ne les vois pas. Lui, justement, il emploie les mots de son univers. C'est intéressant de croiser. Par contre, j'ai l'impression quand même que le fond est commun, sauf erreur de ma part. Le fond est commun, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'espace et de l'espace intérieur. Ce que j'ai aimé dans cette lecture chorale, c'est la manière dont nos propres textes, déjà à l'origine, ne naissent pas tout seuls. On parlait de marche. Pour moi, ce texte Prendre terre, il est né à la fois d'un voyage aux États-Unis, d'une traversée avec la Marine nationale, traverser l'océan pour faire une escale en baie de Chesapeake. Ensuite, la lecture de Frédéric Jacquetan, à qui le poème est dédié, qui lui-même disait qu'il vivait par le sextant du soleil. Et aussi l'expression reboiser l'âme humaine qui est empruntée à Julos Bocarne. Donc, déjà dans mon propre texte, il y avait cette question de l'écho et des différents voyages qui ont permis les rencontres avec d'autres poètes. Donc, ici, pareil, dans cette mise en écho entre les deux textes, effectivement, on n'est peut-être pas avec le même vocabulaire, on n'est pas avec le même imaginaire, il n'empêche que nous creusons quelque chose tous les deux, je crois, du côté de la vie intérieure, qui est celle qui m'intéresse le plus. Quand je parle des œuvres vives, c'est une expression qui m'a beaucoup marqué d'un bateau. Un bateau est composé des œuvres vives et des œuvres mortes. Et les œuvres vives, nul ne les voit, elles sont sous l'eau et sur elles tout repose. C'est celles qui font avancer le bateau. Et je crois vraiment, pour moi, la poésie est du même ordre. C'est pas forcément quelque chose qu'on va montrer, c'est quelque chose qui va agir en nous et nous mettre du côté de la vie et de l'existence. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est certain. Là, je rebondis sur une idée que tu as soulevée, Mathieu, c'est l'idée des relations entre la poésie et le monde intérieur, et cette marche, cette déambulation qui produit cette fatigue, qui en quelque sorte nous relie au plus profond de nous. Alors, comment est-ce que chez vous, cette marche, cet état de poésie vous permet d'éclairer l'espace intérieur, pour citer Michaud? Pour moi, c'est surtout parce que j'ai tendance à être dans la rumination. Je me bats beaucoup, avec mon partenaire, avec mes parents, avec mes collègues, je me bats beaucoup dans ma tête. J'ai plus de mal peut-être à me battre après dans le dialogue, mais en tout cas je suis beaucoup dans la rumination. Et le poème n'est pas de l'ordre de la rumination. Je trouve que le poème est plutôt du côté de la lumière, de l'éclairage, et la marche, puisqu'elle accompagne cette rumination, en même temps elle la pose, elle la rend
je dirais qu'elle la rend responsable, c'est-à-dire que je ne suis plus dans une rumination vaine, stérile, dans une colère, je suis dans la construction. Et parce que je dépasse la rumination pour arriver à la construction, pour arriver, dans Prendre Terre, j'utilise le mot de germination, c'est-à-dire que je suis plus dans le simple fait de ruminer. Mais là, il y a quelque chose par l'écriture intérieure qui construit. Et je crois que l'espace intérieur, il n'en est que plus habitable en fait, parce qu'on construit. Quand j'ai publié le livre, j'en parlais et je disais mais je ne sais pas si je serais capable d'en publier un deuxième. Je crois qu'au contraire j'aurais envie de republier celui-ci mais en version augmentée, c'est-à-dire comme dans une maison, c'est-à-dire de continuer à la meubler. Et pour moi, le livre est vraiment de l'ordre de l'espace intérieur et chaque poème est un meuble, un élément d'un décor en fait. Et quand on rentre dans le livre, c'est rentrer dans ce décor-là. Peut-être avec parfois, chez moi en tout cas, un manque de pudeur. Le livre doit parler vraiment de qui je suis, de ce que j'ai ruminé, de ce que j'ai construit, de ce que j'ai essayé de bâtir avec le texte. Mais c'est vraiment cette idée-là. C'est une pièce, plus une pièce, plus une pièce qui construisent un espace intérieur. Et pour vous, Christophe? Alors moi, c'est peut-être un peu moins tourmenté que chez Mathieu, mais bon. Il a parlé de se battre, hein. Il avait envie de se battre au début quand même, hein. J'ai noté. Je dirais qu'il y a 1000 chemins pour arriver au but, hein. Mais il n'y a qu'un seul but. Moi, c'est plutôt beaucoup plus apaisé que ça, je pense. Il n'y a pas de combat particulier. Mais surtout, on en a parlé dans la préface qui vient d'être lue, la notion d'attention, c'est-à-dire de s'arrêter, savoir s'arrêter sur les choses. Moi, c'est comme ça que ça vient. Donc, il n'y a pas de souffrance particulière ou de conflit plus que ça. Arrêtez les choses, et là, en fait, au moment où vous arrêtez, les choses viennent à vous. C'est pas vous qui allez vers elles, ce sont elles qui viennent à vous. Donc c'est comme ça que moi je pratique comme ça. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'il faut un peu de pratique quand même. Donc il y a quelque chose un peu plus peut-être de l'ordre pas la méditation, je ne vais pas aller jusque-là, il ne faut pas non plus exagérer, c'est pas un exercice spirituel plus que ça, mais il y a quand même une discipline avec son esprit. Alors il y a les endorphines qui donnent un coup de main, on l'a vu, mais il y a également le fait de dire voilà, j'arrête, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me chuchote à l'oreille. J'ai l'impression des fois que finalement on n'est jamais qu'un scribe qui écoute et qui transcrit. C'est un peu ça. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais il y a quand même ça. Donc, finalement, dans la marche, il y a une écoute du monde. Ah oui, tout à fait. Ouais. Dans la marche ou pas, mais c'est vrai que la marche contribue beaucoup à ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est d'elle, mais je l'ai trouvée dans un livre de la poète belge Colette Nismazur qui dit « Tout fait farine au moulin de l'attention ». Et c'est une phrase qui, moi, me poursuit vraiment depuis plusieurs années, même si effectivement je suis plutôt du côté de quelque chose de tourmenté. Il y a dans l'attention vive, dans le fait d'être accordé au vivant et donc de faire quelque chose de ce vivant-là qui nous parle, quelque chose qui est de l'ordre de la fécondité. Je suis assez d'accord. C'est qu'à partir du moment où on se place du côté des êtres et des choses, qu'on peut laisser s'écrire le poème, je crois. Alors pour citer la même Colette que je connais, qui est belge, Wallonie, parce qu'à la base je suis de Charleville. J'étais pas loin de la Wallonie, j'ai beaucoup d'attaches là-bas. Et c'est également elle qui a dû, oui, là, écrire. Écrire est un état de veille sans urgence, pardon. Donc voilà, c'est exactement ça. Oui, Colette, c'est bien, enfin, on s'est trouvé des amis de cohérence, des références communes. Vous avez des univers qui entrent très bien en écho, même s'ils sont différents, ils ont leur teinte particulière. Et je crois que c'est ce que nos lecteurs ont su montrer tout à l'heure. D'ailleurs, je vais leur demander de nous lire 4 extraits. Alors, il y aura d'abord de Christophe un extrait de loin en loin, qui sera suivi par un poème
tiré de l'étendue de la lumière de Mathieu. Ensuite, 2 poèmes du même recueil, De loin en loin. De mémoire, il était prévu que ce soit Christophe. C'est vrai, c'est toi. Pardon, excusez-moi, c'est Christophe. Le voyage est un oubli des destinations, un rêve aussi nomade que sédentaire. Je suis de toujours en partance pour nulle part. Je poursuis une portion d'horizon. J'établis le bivouac dans une grisaille lumineuse. Je rêve aux mers d'azur noir dans un exil qui déroute l'obscur chevauché du vent. Il s'agit de faire naufrage sans inquiétude et d'ignorer les ombres derrière les palissades. Le monde est un chantier de lumière et la terre un simple commencement. Quelque chose qui invite aux nuits sans issue. Paysage. Il s'ouvre ici. Il s'ouvre ici. Le chemin irrévocable. Rivières et cours d'eau. Cris de bêtes. Brisures. On le fend. Paysage peuple son silence. En quête de ce qui échappe. La lumière. Un royaume est au centre. Au solstice d'hiver, On y sème les pivoines. comme j'allais au hasard de forêts déployées dans l'ordinaire, d'autres lumières harnachaient la vallée. C'était un peu de temps perdu, un voyage indigne de lui-même, de gestes d'eau et d'horizon. De ces pas posés à même le paysage, je tirais de quoi recommencer, ici ou ailleurs. Le vent était soudain moins sûr de sa route. Le jour avait des hésitations d'automne accompli. Parfois, la pluie lestait les méandres immobiles du ciel, et le soleil du soir alourdissait les flaques trop étroites pour les nuages, sans rien dévoiler outre mesure. Ce n'est pas moi qui marche, c'est le paysage qui vient à ma rencontre. Le chemin déroule ses ornières dans l'immobile. J'attends ce dont le vent est porteur, au-delà des cygnes et des pierres. Quelques méandres, un peu de soleil et d'eau. J'ai toujours connu l'émergence et la dispersion, l'incertitude des destinations, le revers de la route, et même la géométrie attardée du silence. Je compte pourtant encore sur la force passante des mots, non pour vivre, mais pour rendre l'ennui plus sûr. Merci Sébastien, Sophie et Isabelle. Ce que je remarque dans cette poésie, et qui vous relie au-delà de cette pratique de la marche, qui vous met en état de poésie, c'est l'importance du silence. Vous êtes pourtant des hommes de mots, on en parlait ce matin, de l'importance de la langue, du mot, de ce qui se dit, et pourtant, en vous lisant l'un et l'autre, on a le sentiment que ce vers quoi vous allez, c'est le plus grand silence possible, qui vous attend au bout de cette marche. C'était pas une question en fait. Débrouillez-vous avec ça.
Je te donne la... Je trouve que c'est très beau ce que tu dis. C'est pour moi concomitant de la pratique de la poésie. Effectivement, même si on parlait de marche, on parlait de rencontres, on parle de références, il n'empêche que la pratique de la poésie, même si elle n'est pas du côté de la tour d'ivoire, pour moi, elle appelle quand même du silence. J'écrivais ça à des amis il y a quelques mois. Je vis au Mexique et on était dans l'état de Oaxaca il n'y a pas longtemps. On visitait Monte Alban, on visitait tous les vestiges de la culture du peuple zapotèque. Et je me suis rendu compte en visitant Monte Alban qu'il y a quelque chose que je ne supportais plus en fait dans ces visites de sites historiques chargés spirituellement. C'était le bruit, et notamment, alors c'est terrible, mais c'est les enfants qui hurlent, enfin, n'importe qui en fait qui va hurler, ou les blagues, ou quoi que ce soit en fait qui m'éloigne de la présence à l'objet, au paysage, à la spiritualité, ou de la présence au silence qui est en train de se faire en moi. Et en fait, ces visites-là sont devenues de plus en plus source de souffrance en fait, parce que même si j'aime ce que je suis en train de voir, je réalise que je ne peux absolument pas en profiter. Et on parlait du présent tout à l'heure, par exemple. Pour moi, ça m'est très très difficile de profiter du présent à partir du moment où il y a un bruit qui n'est pas un bruit animal ou qui n'est pas le bruit de la nature. En fait, c'est presque vraiment du côté de la souffrance. Donc effectivement, je sens qu'il y a le silence qui fait de plus en plus sa part en moi, qui œuvre de plus en plus en moi. C'est aussi ce silence-là qui me permet d'aller du côté de la poésie. Ça ne veut pas dire que j'en ai besoin tout le temps, ça ne veut pas dire que, encore une fois, je vais m'enfermer dans une tour d'ivoire. Mais pour moi, depuis que j'ai commencé à écrire, je sais que j'ai de plus en plus besoin de silence. Et notamment quand quand je rencontre une œuvre, que ce soit une œuvre d'art, une œuvre littéraire, ou même quand on est en présence de quelqu'un avec qui on veut avoir une discussion, une vraie rencontre, je sais que j'ai besoin du silence et même dans l'écriture, je sais que je réserve du blanc par exemple, parce que j'ai besoin d'être sûr qu'il y ait un espace pour le silence. Ça oui, j'en suis tout à fait conscient, de l'importance grandissante du silence dans ma vie. Alors en ce qui me concerne, c'est la même chose. Je suis amoureux du silence depuis bien longtemps. D'ailleurs, j'avais écrit un livre en 2015, publié un livre qui s'appelait Un jardin de solitude, dans lequel j'ai une chronique assez poétique, bien sûr, où j'expliquais ce que vient de dire Mathieu, c'est exactement la même chose, l'importance du silence. Par exemple, on a parlé de marche, c'est vrai que j'ai oublié de préciser une chose en ce qui me concerne. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un, c'est impossible. Il faut que je marche tout seul, pour la raison qui vient d'être dite. La pratique de l'écriture, surtout poétique, mais pas seulement, quelque chose d'extrêmement solitaire. Vous devez renoncer à un tas de choses pour faire ça. Et le silence, c'est un renoncement. C'est un peu contre nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui fait beaucoup de bruit, on a une vie comme ça. Enfin, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Mais je pense que la réalité de la vie, c'est le silence. Pourquoi ? Parce que c'est un vide. Et le vide, ça demande à être rempli. C'est un mouvement comme ça. Une page blanche, ça appelle de l'écriture. Le silence, ça appelle les mots finalement. C'est un peu le vide, le silence, pour moi, c'est la même chose. C'est le cœur de tout. C'est le centre, en fait, autour duquel tout tourne. C'est un peu ce que vient de dire Mathieu. Et aussi, le fait, c'est une discipline. Moi, je suis assez comme ça, discipliné. Et le silence vous oblige à quelque chose. Même si, c'est assez curieux à expliquer, mais c'est comme ça. C'est vraiment se mettre en face du silence, c'est quelque chose de difficile. Alors, il y a des gens qui font ça. Par exemple, moi, j'ai fait des retraites dans les monastères, par exemple. Je n'ai aucune pratique religieuse. Je tiens à préciser, je ne fais pas de prosélytisme. C'était simplement pour dire que dans ces endroits, vous êtes obligé, si vous vous pliez un petit peu aux règles qui sont en vigueur, ça vous aide à accepter le silence.
Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans une journée de chacun, chacune, on a du silence? On n'en a pas beaucoup. Donc la poésie aussi, elle vient de ça, de ce qu'il y a de plus profond en nous. Voilà. J'ai pratiqué également les retraites en monastère, et il y a un mot justement, un verbe, je crois que c'est Michel Coll, qui était l'éditeur chez Salvatore, qui l'utilise, et qui disait pour s'ensilencer. Et les retraites dans les monastères, on faisait notamment une retraite à chaque début d'année dans un monastère différent en France, avec des écrivains et des journalistes, et l'idée était de passer 3 jours en silence avec des gens qui aimaient beaucoup parler. C'était extrêmement difficile, notamment les repas pendant lesquels on ne peut rien faire d'autre que manger, mais être en présence de l'autre sans avoir la tentation de lui parler, qui est quelque chose là encore de très intéressant. Mais je suis vraiment d'accord avec toi sur cette présence du silence et sur l'impossibilité en fait de marcher par exemple avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, moi je marche avec mes chiens et c'est la seule présence que j'accepte. J'aurais vraiment beaucoup de mal en fait, parce que même si bien sûr il y a des conversations, il y a des choses qui sont passionnantes, pour être à l'écoute de soi-même, il faut quand même à un moment donné être en bête. Il faut savoir se taire. On a parlé de silence, et là c'est des moments où, étant par ailleurs professeur, au contact d'élèves, au contact de beaucoup de monde, les moments où j'apprends à me taire sont les moments dans lesquels je peux écrire. Je ne peux que souscrire, évidemment. Et à l'inverse, la ville, hein, tout ce qui concerne, disons, les zones urbaines, voilà, j'avais noté cette expression qui était vraiment frappante chez toi, Christophe, quand tu reviens notamment de ces moments de silence, de ces longues marches. Tu dis, voilà la ville au loin avec ses clameurs d'arène. Oui. Et on voit l'agressivité qui vient de la production de bruit permanent hein, dans la ville. Alors, je ne sais pas quel est votre rapport à la ville. C'est vrai qu'il y a eu des poètes de la ville, hein, de la modernité. On pense à Baudelaire, on pense à Apollinaire. Et là, on a le sentiment, en tout cas dans ce qui vous relie, mais j'ai aussi le sentiment que c'est un peu un mouvement quand même de la poésie contemporaine, qu'on se tourne beaucoup plus vers le silence, la nature, et que la ville est vue comme hostile et comme agressive. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'agressivité, mais d'un autre côté, il ne pourrait pas y avoir de bruit s'il n'y avait pas de silence. C'est parce qu'il y a du silence qu'on entend le bruit, et inversement. Parce qu'il y a du bruit qu'on est capable de se dire, d'identifier ce que c'est que du silence. Quand le bruit s'arrête, qu'est-ce qui reste? Le silence. Voilà. C'est un peu ça aussi. Donc finalement, ils se nourrissent l'un l'autre. Donc c'est hostile d'un côté, parce que c'est vrai que c'est pas forcément agréable, mais quand on regarde bien les choses, en fait, on a besoin des deux. C'est parce que s'il n'y avait pas de bruit, peut-être qu'on apprécierait moins le silence. Je ne sais pas si je me fais comprendre, il y a une sorte de paradoxe là-dedans, mais c'est quand même comme ça, je veux dire. S'il n'y avait que du silence tout le temps, peut-être qu'on s'ennuierait. Et là, du fait qu'il y ait des fois du bruit un peu parasite, le silence s'impose comme étant la réponse, en fait, l'écho en creux. Alors, il y a toujours le contraire des choses. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça, pas forcément comme une agression, mais un peu quand même. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu difficile, mais en me disant, c'est pas grave, il y a le silence pour régler tout ça. Moi, ça me fait penser là encore à un ouvrage, je crois que c'est Rachel Carson qui écrit Le printemps silencieux, un ouvrage écologiste. Elle se retrouve, c'est une écrivaine américaine qui se retrouve un jour dans la nature au printemps et elle se rend compte qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit d'oiseaux, il n'y a pas de bruit d'insectes, il n'y a pas d'abeilles. Et en fait, elle s'inquiète. Et pour moi, même si je vis dans une ville, mais en même temps j'habite tout en haut sur les montagnes pour être en forêt assez éloigné de la ville. Donc le silence m'intéresse évidemment, mais il y a cette inquiétude aussi qui est tournée du côté de la nature, je crois. Tu parlais de poésie contemporaine, le fait d'être plus attentif à la nature, c'est peut-être aussi parce qu'on est attentif à sa disparition. Il y a la disparition de bruit qu'on ne devrait pas voir disparaître. Mais quand on se retrouve dans la nature et qu'il y a moins cette présence animale, il y a moins
ce bruit qui là tout à coup est un bruit qui est tout à fait acceptable, celui que ce soit les cris d'oiseaux, que ce soit les cigales, que ce soit tout un tas d'animaux qui sont autour de nous, des présences invisibles. Quand elles ne sont pas là, il y a une inquiétude. Et je sais que moi, mon écriture est plus proche de cette question de l'inquiétude. Et elle serait liée à ça. Je sais que je ne peux pas être dans une ville parce qu'il y a un trop qui m'épuise. Mais dans la nature, il y a ce risque en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'écriture aujourd'hui, être conscient de ce risque-là. Pour moi, je sais qu'il y a un surplus de présence animale, par exemple, dans mon livre, mais c'est parce que il y a aussi l'inquiétude en fait de voir tout ça disparaître. Tout à l'heure, on entendait pas d'un texte dans lequel il est question du bruant-pin. Le bruant-pin, c'est un animal, c'est un oiseau qu'on ne devrait voir qu'en Floride. Mais à cause du réchauffement climatique, c'est un oiseau qu'on voit de plus en plus monter au nord des États-Unis, et là, en l'occurrence, en baie de Chesapeake, c'est-à-dire à Washington, qui est quand même des milliers de kilomètres entre les deux. Donc c'est aussi être sensible en fait à cet autre déplacement en fait des animaux, que ce soit leur disparition ou leur présence dans des endroits où normalement ils ne sont pas. C'est un autre silence, je trouve, qui m'intéresse aussi. Un silence un peu plus inquiétant. Alors une petite question qui est peut-être pas très intéressante, mais c'est une curiosité personnelle. J'ai le sentiment, Christophe, que tu écris plutôt la nuit ou très tôt le matin. Quand on lit tes textes, on a l'impression que tu ne dors jamais. Je ne sais pas comment tu fais. Et que tu te balades toute la nuit jusqu'à l'aube. Très souvent, le poème se finit, le soleil se lève. Voilà, des poèmes plutôt écrits la nuit. Et toi, Mathieu, j'avais le sentiment au contraire que ta poésie était solaire, était baignée de lumière. Alors quel est votre sentiment là-dessus? Alors, je vous rassure, je dors comme tout le monde quand même, heureusement. Enfin, c'est vrai que je dors pas énormément, mais disons que ça tient aussi à la notion de frontière. Hein. Peut-être que entre le jour et la nuit, il y a toujours un moment que j'aime bien, où quelque chose se termine, quelque chose va commencer, et vous êtes dans l'entre-deux. Alors peut-être parce que dans les Ardennes, j'étais tout près d'une frontière, on en a parlé, la Belgique. Il y a un territoire qui appartient l'un à l'autre, on est tout le temps sur quelque chose un peu de mouvant. Et c'est vrai que l'aube est un moment privilégié pour moi, je suis assez matinal, en règle générale. Quand je peux, j'écris plutôt le matin de bonne heure, et le soir, je corrige ce que j'ai écrit le matin. Quand tout va bien, des fois, j'ai pas le temps. Mais voilà, la discipline, c'est ça. Et la nuit, effectivement, comme il y a du silence, évidemment, beaucoup plus que le jour, il y a moins de perturbations, on pense à des choses, on met des phrases en place, je crois que ça se passe comme ça. Et le matin, quand on se lève, finalement, les phrases sont déjà prêtes. Enfin, moi, c'est comme ça que ça marche. Du coup, il n'y a pas vraiment d'effort. La nuit, ça se met en place. C'est pas toujours si facile. Hein. Et puis le matin, on met juste en forme. Et soit on corrige. Donc tous les jours, vous avez un truc qui avance. Un texte qui se met en place. Discipline. Hein. Oui, il y a une sorte de discipline. C'est vrai que c'est jamais non plus... Non, c'est un vrai travail, effectivement. Mais alors, le rythme... c'est vrai que la nuit est très propice, hein, comme le silence. C'est un moment de silence, la nuit. On est beaucoup moins dérangé. Il faut avoir dormi un petit peu quand même, histoire que l'esprit soit un peu plus frais. Et puis voilà, ça se met en place comme ça. C'est pour ça que... Alors, je ne marche pas la nuit. J'aime bien de voir quand même où je pose mes pieds. C'est préférable. Mais effectivement, en différé, comme je disais tout à l'heure au début de la rencontre, en différé, il y a la marche la journée, le matin ou je ne sais pas quand, et puis ensuite, les mots vont venir plus facilement la nuit, et surtout en fin de nuit, où là on va glisser vers quelque chose, un retour vers quelque chose. C'est un peu comme ça que je travaille. Et toi, Mathieu? Alors que je suis dans une pratique radicalement différente, la nuit je dors totalement. Je n'ai pas forcément besoin de dormir un peu, mais ce n'est pas du tout des espaces d'écriture pour moi. Je peux marcher par contre la nuit, je peux naviguer, je peux essayer de profiter de la nuit pour voyager. Par contre, la nuit n'est pas du tout un moment d'écriture.
Même si en journée, je suis tout à fait d'accord, il y a plus de bruit, donc j'ai besoin d'un casque anti-bruit pour m'enfermer dans ma bulle, mais l'écriture est complètement... C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, L'étendue de la lumière. L'écriture est du côté du soleil, mais aussi de son manque. Il y a eu des moments terribles, enfin, pour moi en tout cas, je vivais en Bourgogne et on n'a pas vu le soleil pendant 1 mois ou 2 mois parce que j'étais dans Lyon. C'était des choses infernales. Les Ardennes, c'est pire. Ça va être intéressant. Ici, les Rochers ne savent pas de quoi vous parlez. Hein. Voilà. Ça n'existe pas ici. Mais c'est des choses qui sont intéressantes. Par exemple, en bateau, l'écriture pour moi est vraiment venue dans le cadre de la navigation, et notamment de la navigation sur des bateaux de guerre. Et le bateau de guerre, on est enfermé dans une coque entre 4 murs et on peut ne jamais sortir. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'y allais pour du travail, et donc, j'avais pas forcément. J'avais terriblement le mal de mer, donc j'allais pas nécessairement sur le pont voir la lumière du jour. Donc ça pouvait être des jours entiers sans voir la lumière du jour. Donc c'est les manques de soleil, les manques de lumière, l'immense part de l'ombre et la manière dont l'ombre voit sa part grandir dans une vie qui m'intéresse. Mais oui, l'écriture, elle est du côté de la lumière parce que je reviens peut-être à cette expression de combat. Pour moi, l'écriture n'est pas un combat, mais elle est du côté de l'inquiétude. Et c'est aussi l'inquiétude de voir cette part d'ombre, cette part d'angoisse, cette part négative grandir en moi. Je parlais tout à l'heure, je mangeais avec un ami et on parlait de cette expression. J'ai entendu une émission qui était consacrée à Victor Hugo, ils disent que son cœur n'arrêtait pas de grandir. Il y a eu tout au long de sa vie. Et moi, j'ai vraiment la peur d'un rétrécissement et de voir encore une fois la part de l'ombre grandir. Donc je ne suis pas du tout du côté de la nuit, je ne peux pas écrire la nuit parce que c'est plus source d'angoisse qu'autre chose. Donc définitivement du côté du soleil, c'est peut-être pour ça que je suis aujourd'hui installé au Mexique. Il fait bien meilleur qu'ici. Même si je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai apprécié la pluie et le vent ici, mais effectivement quand même besoin de cette présence-là, de cette présence tutélaire, en fait, plus que du soleil, je dirais de la lumière. Et d'où ce très beau titre, L'étendue de la lumière. Alors je vous propose peut-être de lire encore quelques extraits. Christophe, c'est toi qui vas commencer par la lecture d'un extrait du recueil qu'a obtenu le prix Mallarmé, Ajout passant, qui est publié chez Gallimard. On continuera avec le même recueil et ce sera Isabelle qui prendra la lecture. Ensuite, le 3e extrait sera un poème de l'étendue de la lumière, que lira Sébastien. Et on reviendra avec Sophie sur Ajout passant. Et ensuite, Isabelle nous lira un dernier poème de Ajout passant. Avant d'aller plus avant encore, ici ou ailleurs, peut-être vaut-il mieux refaire la route à l'envers, ou laisser le vent traverser la mémoire et les sous-bois, empreints d'absence, pour finalement rebrousser chemin et se mettre enfin à vivre. Tu te contentes d'être au chemin suivi, ce que la pluie est à la mer. Une lumière insoucieuse des saisons et des plaines, un frisson d'herbe qui se ranime au moindre souffle. Et il t'appartient de répondre présent au grand silence qui descend sur les arbres sans rien devoir ni promettre à personne. Dans l'atelier du peintre. Épouser le vivant, le mort et le pourri. Suivre ces lignes de désir, oiseaux, poulpes, laminaires, en revendiquer les traces.
elles épellent le monde. Prendre part à la scène, au tourment des choses, puis l'espace d'un trait. Dire l'émoi d'une pomme de pain. Il faudrait certains soirs faire l'impasse sur ce trop-plein d'azur qui nous aveugle, au point de nous perdre en chemin, à l'insu du paysage. Mais lorsque le soleil s'étire au long des routes, seule l'ombre des arbres nous indique la marche à suivre. Puisque l'étape se prolonge au-delà et que ta fatigue rassemble la lumière en crue sous tes paupières, avant l'adieu aux bruyères, laisse le chemin se perdre au loin et jette l'encre au fond de livre. Certes, tu es de passage, et c'est pourquoi tu fais face au paysage avant les terres lointaines où porte le regard, sans rien leur confier d'autre que ta vaine patience. Alors, ce qui frappe dans votre description de la marche, du voyage, c'est que, étonnamment, elle conduit à une sorte d'immobilité, d'être là et d'assise de l'être qui va presque à l'opposé de l'idée du voyage. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en vous lisant, que le mouvement conduit à une sorte, le mouvement du corps conduit à une sorte d'immobilité de l'âme, hein, d'une façon d'être là, très ancrée dans le monde. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, je crois que c'est assez juste. Je sais que j'ai construit mon recueil autour de cette idée du voyage, en commençant avec l'aube et en se terminant, enfin, on va de l'aube à l'aube, disons, et ce sont à chaque fois des postures de déplacement, mais ce déplacement doit permettre de mieux se comprendre soi-même, de mieux se connaître. L'idée n'est pas d'être en perpétuel mouvement à l'intérieur, mais dans ce mouvement perpétuel, d'être toujours soi-même et d'être fidèle à soi-même. Il y a une expression de Frédéric Jacques-Temple qui dit il faut être un arbre voyageur. J'aime bien cette idée-là parce que c'est l'arbre avec ses racines, avec son implantation dans la terre, et en même temps, il y a la possibilité de partir voir le monde. Mais cette vision du monde, cette rencontre avec l'autre, elle peut certes nous modifier, elle peut agir sur nous, elle peut agir sur notre vision du monde, mais elle ne peut pas agir sur notre capacité à exister et sur notre capacité à être présent à l'aube et à l'autre. C'était un beau lapsus poétique. Hein. Être présent à l'aube, c'est très bon comme expression. C'est vraiment c'est ce que j'essaye de dire, en tout cas dans le recueil. Mais il y a évidemment une immobilité qui sauve finalement, parce que si on est dans la dévoration perpétuelle de l'espace, comme pour reprendre le titre de la table ronde, c'est le risque de fuir, c'est le risque de se perdre, c'est le risque d'oublier ce qui constitue notre humanité. Donc je crois que rester fidèle à son immobilité, rester fidèle à ses racines, rester fidèle à sa présence est ce qui nous sauve, je crois. Alors,
la mode est au rugby et sans beauté en touche. J'avais quand même prévu, et comme quoi des fois, des réponses par des citations. Et du coup, alors attendez, je cherche. Non, c'est triché ça, Christophe. Non, j'avais préparé. C'était interdit. Là, je n'ai pas entendu ça dans les règles du jeu. Ça s'appelle une anti-sèche, c'est Non, malhonnête. c'est pas une anti-sèche, c'est vraiment dans... Vous allez voir. Je vais citer Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc, ça implique pas nécessairement du mouvement plus que ça. Deuxième chose, le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Donc, je pense que ça dit pas mal de choses, en tout cas sur ma démarche. Où l'immobile, il y a une sorte en fait de contradiction, mais ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe, et pour employer un terme savant en poésie, l'oxymore entre la notion de déplacement, mais l'immobilité, qui est la mienne, je ne suis pas un grand voyageur, mes déplacements sont toujours encore à taille humaine. Je viens pas du Mexique, 8 heures de voyage, hein, c'est énorme. Et donc, les citations que je viens de dire, en fait, traduisent, je pense, ma démarche. Et je vais en ajouter une autre, de quelqu'un que je connais bien, Guy Goffet. Au fond, les vrais voyages sont immobiles, solitaires, silencieux. Voilà. Je crois qu'avec ça, j'en ai fait, en fait, je suis parti de cette phrase, là j'ai complété avec Proust et Syntex, mais c'est exactement, depuis j'ai pas bougé de ça, ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années, alors c'est peut-être un peu minimaliste, mais ça produit quand même beaucoup de choses. Donc l'immobile, l'esprit est mobile, le corps peut être beaucoup moins mobile que l'esprit. Ce qui compte, c'est l'esprit finalement. C'est ce qui concourt à l'écriture et le voyage se fait comme ça. En t'écoutant, c'est vrai qu'on était parti sur l'idée d'espace, d'ailleurs, de voyage, de marche. Et en vous écoutant, on a l'impression que ce que vous êtes, c'est l'inverse d'un touriste. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est voilà, un voyage immobile dans l'attention aux choses. Pour moi, c'est une évidence. Je repense au mois de juin dernier, j'ai reçu, c'était à Acapulco, les élèves de l'école navale où j'ai enseigné. En 3e année, ils font un grand voyage autour du monde, qui s'appelle la Jeanne d'Arc. Et là, ils faisaient escale à Acapulco dans l'ordre de ce grand voyage. Et je les retrouve à Acapulco, à bord de leur bateau, et on discute. Et ils me disent, je leur demande de me parler de leurs différentes escales. Alors, ils étaient allés en Chine, ils étaient allés en Inde, ils étaient allés en Océanie, ils étaient allés en Afrique. Et ils me disent, ah ouais, c'est extraordinaire. On se rend compte que les autres, ils n'ont rien et ils sont heureux. Et tous m'ont dit ça. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables, sur ce voyage quand même de 6 mois, de me dire autre chose que... En fait, on s'est juste rendu compte que les autres, ils étaient pauvres, nous, on avait des sous, et eux, ils sont heureux, et nous, on ne l'est pas. Et c'est là où je me suis dit quand même que dans l'escale, en tout cas l'escale telle qu'elle peut être pratiquée, elle s'apparente au tourisme, et effectivement, le tourisme, pour moi, est pas du tout quelque chose de pratique. Moi, j'aime vivre à l'étranger, j'aime être à l'étranger, j'aime rencontrer des cultures à l'étranger, mais j'aime pas le tourisme. Et c'est toujours la crainte d'un survol, en fait, dans le tourisme. Et là, pour moi, cette idée, donc ces jeunes qui ont passé 5 jours par-ci, 5 jours par-là, et qui ont juste réalisé qu'on pouvait être heureux partout, bon, très bien, mais à part ça, est-ce que toi, tu as changé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en toi à ce moment-là? C'est là où j'ai un peu douté. C'est la raison qui, moi, m'a fait plus m'échapper de cette question touristique dans l'espace, dans le voyage, dans la navigation. Ce que j'aime, c'est rester sur place. On en revient à cette question d'immobilité. C'est quand on reste longtemps quelque part. Là, je suis dans ma 2e année au Mexique, j'ai vécu 1 an au Maroc. Quand je suis allé à certains endroits, c'était parfois 1 mois ou 2 mois. Là,
reste en fait, et parce qu'on reste, on s'intéresse, et parce qu'on s'intéresse, on creuse. Ça c'est crucial pour moi. Donc, je ne suis pas du tout dans la pratique du tourisme, absolument pas. Le tourisme, ça fait penser à de la consommation, en fait. C'est ça, c'est ce que c'est en train de dire. Bon, après, l'immobilité, c'est aussi ce que... Voilà, on parlait du silence tout à l'heure. Pareil, c'est quelque chose qui n'est pas mobile, le silence. On a l'impression d'une sorte de bloc. J'ai souvent tendance à dire, peut-être à tort, hein, que le silence, c'est un miroir. Et vous vous regardez là-dedans, dans le miroir. Le silence, c'est ça. Voilà. Et c'est peut-être ce qui fait que le silence qu'est-ce qu'on voit dans le silence? Qu'est-ce qu'on voit dans l'immobile? Voilà, un peu, sans tomber dans des concepts et autres, c'est quelque chose qui est réel. Et quand on dit, ouais, c'est vrai, les vrais voyages sont immobiles, ben, c'est ça. C'est commode aussi en même temps. Ça nécessite peu de moyens. C'est pas, ça coûte rien, c'est une pratique. Alors, on peut peut-être encore lire quelques poèmes. On va commencer par un poème d'Un jour passant, qui sera lu par Sophie. Ensuite, un poème de L'étendue de la lumière, qui sera lu par Isabelle. Puis, là encore, tu nous liras un de tes propres textes. Et on continuera avec Sophie. Si je ne me trompe pas. Ah oui, non, attends. Il fallait que je... Attends, tu l'as déjà lu. Non, c'est Isabelle qui commence avec Mathieu. La vérité du mimosa, ce désir d'être comme une abeille, éprouvant son incertitude sur une tige de lavande. C'est le frère enseveli couronnant l'aube, cet appétit, son enfant se restituer. Pour ce qui guérit à la lumière, pour la vague, la grâce et la vérité du mimosa. C'est la mer que tu regardes depuis l'éclat de ses blessures. Cette larme qui s'installe dès le matin, se déshabille sans pudeur, comme un amant. C'est toi, poète, rien que toi, devant ta petite maison d'ombre. Tout est bien, puisque nous n'en avons jamais fini avec le paysage, et que notre vie suit son cours, pour elle seule, sous l'égide de la lune attentive. Plus l'horizon recule, plus il te faut suivre le convoi des brumes qui franchit la crête, et l'empreinte du fleuve te remet sur la trace de ce que tu cherches, ailleurs ou nulle part, mais cependant toujours à la suite du vent. Il est encore tôt pour atteindre ce point reculé où s'attardent hardes et lisières. Mais rien ne presse. Nous sommes témoins, pas à des fatigues du monde. À Ouessant, par une nuit idéale, mais pas. Dans les pas des oiseaux. J'ai roulé sur les 4 bornes du monde. Comme je marchais vers les phares, sous la bruyère odorante, les hautes falaises ciselées s'offrirent au chant du rossignol.
Chemin faisant, cygnes et jacinthes vernales engendrent le désir du poème, ouvrent un espace au-delà du monde. Dans vos poèmes, on a l'impression qu'on oscille entre l'émerveillement face au monde, et, enfin même l'éblouissement face à la beauté du monde, et la mélancolie. Et quelque chose, enfin, il y a souvent des accents un peu nostalgiques, mélancoliques dans votre poésie. Comment vous expliquez ce balancement entre peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la lumière et puis l'ombre? Pour moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a vraiment la conscience d'un risque, du risque d'un effondrement. Il y a bien sûr l'émerveillement devant ce qui s'offre à nous et en même temps la conscience en fait que tout ça est tout à fait périssable, que tout ça est menacé. Et la mélancolie, je crois, vient en partie de là. On me faisait remarquer déjà que souvent mes poèmes se terminent par un dernier vers qui est oui, ou mélancolique ou nostalgique. Et c'est vrai que c'est souvent le cas parce que face à tout ça, ça ne peut pas être neutre en fait, ça ne peut pas être que du côté de la joie, ça ne peut pas être que du côté de l'émerveillement parce qu'on ne peut pas regarder le monde sans avoir conscience que nous sommes en même temps en train de le détruire. Donc je crois que oui, la mélancolie elle vient aussi de ça. Après il y a le reflet, bien sûr, le paysage état d'âme, le reflet d'un état sur le paysage, mais qui est quand même très lié à cette conscience d'un effondrement probable ou à venir, ou menaçant en tout cas. Et donc on grandit quand même, on se construit avec cette idée d'une menace extérieure, et donc il faut, en tout cas je ne sais pas s'il faut, mais je sais que je regarde le monde à partir de cette menace-là. D'où je crois la mélancolie dans mes textes. Je suis assez d'accord, mais pas tout le temps. Il y a sans doute dans la vie, on n'invente rien. Vous prenez la culture d'Extrême-Orient, on vous parle du yin et du yang, les deux courants contraires en fait, qui concourent à tout ce qui est. Et donc on peut avoir, et en poésie beaucoup, je parlais d'oxymore tout à l'heure, éventuellement de paradoxe, l'ombre, la lumière, le jour, la nuit. Il y a toujours deux choses qui s'opposent, c'est ce que les bouddhistes aiment bien définir comme étant la dualité, mais qui est notre vie. Donc d'un côté, effectivement, on est heureux de la nature, des beautés qu'on voit, du monde, et puis aussi on a une inquiétude face au temps qui passe et tout ce qui va s'arrêter. On connaît en plus l'échéance. Nous, en tant qu'êtres humains, on a le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège, de savoir comment ça va se passer. Et du coup, c'est cette difficulté-là qu'on essaye peut-être de rendre, et la nostalgie, il ne faut pas non plus que ça tombe dans le pathos, hein, bien d'accord, mais c'est vrai qu'il y a toujours une sorte d'inquiétude dans la vie. La vie, c'est très fragile, quelque chose qui peut s'arrêter à tout moment. On le sait bien, et on a du mal à l'admettre, c'est difficile. Et c'est peut-être dans notre poésie, à tous les deux, il y a cette inquiétude, j'essaye moi qu'elle ne soit pas trop, comment on dirait, anxiogène, mais il faut admettre que c'est difficile de vivre finalement, parce que vous savez que ça va se terminer, vous êtes obligé de le savoir, et souvent on essaye de fuir cette... C'est vrai que j'avoue, hein, c'est pas simple. C'est tout le problème de la vie humaine. Un animal, peut-être, je ne sais pas, mais il se pose peut-être plein de questions, bien qu'on n'en sache rien. Mais nous, en tout cas, dans ce problème-là, la conscience des choses qui se terminent, qui vont finir, qui sont vraiment l'éphémère, difficile. J'avais pris un extrait, mais je crois que j'ai perdu la page. C'est la notion du temps aussi. Mais je vais peut-être lire quand même. Ah oui. Mais il n'y en a pas plus longtemps, je vous rassure. C'était juste que... Le temps que tu retrouves ton extrait, tu citais tout à l'heure Saint-Exupéry. Oui. Saint-Exupéry n'a pas peur de la nostalgie. La nostalgie, elle est au contraire ce qui permet
d'être du côté de la construction, du côté de la responsabilité. C'est ça. Et je trouve que c'est intéressant. C'est Saint-Exupéry qui disait on va vers les temps les plus noirs du monde. Mais c'est pas parce qu'on va vers les temps les plus noirs du monde qu'on doit désespérer. Non. Je crois que l'inquiétude, elle n'est pas du côté de la désespération, elle est au contraire du côté de l'attention, de la vigilance, de la préoccupation. Et c'est tout ça qui nous rend hommes, et c'est tout ça qui nous permet d'être acteurs de ce monde qui est en train de se construire. Donc la nostalgie ou la mélancolie peut aussi être du côté de la morale et du côté de l'action. Tout à fait. Et également, la marche nous rend service là-dessus. Donc j'avais juste écrit dans la préface des Clairefoy, j'ai perdu la page, pas de panique, c'est pas loin, voilà. J'avais écrit ça, mais là ça prend peu de sens dans le débat. Hein. L'éternité existe. À force d'aller sur les chemins, j'ai fini par la rencontrer. Elle échappe à la durée et s'offre à nous à tout moment. Notre rapport au temps est une source de souffrance et d'angoisse, car le temps se dérobe, il ne peut être fixé par aucun moyen, et nous ne comprenons pas l'évanescence des choses, leur impermanence. Mais quand je marche, le temps s'étire. L'ordre arbitraire de la quantité s'évanouit. J'apprivoise ma présence au monde, je m'inscris dans mon propre temps. Voilà, c'est peut-être une réponse à la question. Alors je vous propose de terminer avec 3 poèmes d'Ajour passant qui seront lus par Sébastien, Sophie, et puis tu vas encore lire. Un peu de temps encore, avant le clapot de la mer noire d'azur sombre. Certes, Vivre est une fatigue. Vivre est une fatigue Salutaire. qui nous met face à l'ouvert des routes, sans itinéraire. Et nous savons maintenant que l'ailleurs tant cherché n'est autre que le lieu du vent. L'été tient scène ouverte, et la mer scintille au feu d'un nouveau jour. Le ciel enroule des embins de nuages sur la falaise, et tu regardes les astères hérisser les rochers sur l'échine du vent. Rien n'abrège l'espérance, ni l'imposture, ni l'orgueil, car vivre est autre chose qu'un peu de bruit et de fureur. Alors restons ici ou ailleurs, mais allons surtout, à pas compter, pour prendre le temps de nous regarder passer en nous-mêmes. Voilà, je voulais qu'on finisse sur ce très beau poème. Tu voulais encore lire quelque chose? T'es lancé là. Disons que oui, s'il reste un peu de temps, j'avais apporté un extrait de Loin en Loin. Je pense qu'il résume un petit peu tout ce qui a été dit lors de la rencontre. Écrire est le feu qu'on espère et qu'on redoute. Un affût de fin de journée et de soleil échoué. C'est pourquoi je traverse des saisons plus passagères que les oiseaux et plus lointaines que le ciel. Je longe des crêtes qui dissipent le méandre et la forêt. J'ajourne les rencontres possibles. Je ne prolonge le pas que pour allonger la phrase en marge des marées vivantes du matin. Je vais sans aller nulle part, sans rien attendre ni rien espérer, libre de tout destin et de tout privilège. Merci. Merci Christophe. Alors je rappelle que dès aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez envie d'aller vous balader sur les falaises d'Hénande, entre Marcilly et Hénande, on a créé une déambulation poétique à partir des textes de Christophe Mailly.
Il suffira de scanner le QR code que vous trouvez ici ou à la sortie, et vous vous garez au parking de la Pré-aux-Bœufs, et avec votre téléphone, quand vous passez près des balises, bon évidemment Christophe Mailly n'a pas écrit près d'une balise, on a créé les balises après, mais l'écran apparaît et vous pouvez entendre le texte lu. Donc c'est vraiment un audio guide, une sorte d'audio guide, mais d'un genre tout à fait nouveau qui allie le numérique et la poésie. Est-ce que le public aimerait... Oui, Jackie. Je voulais, Christophe Mailly, je voulais poser une question ouverte. Vous avez évoqué les Ardennes, ce pays où on n'arrive jamais. Voilà. Et vous avez aussi participé à un livre qui s'appelle Du côté de chez Dotel. Ah oui. Donc du coup, quand même... Je vois que vous êtes dotelien. Oui, énormément. Et ben voilà, je pense qu'on ne peut pas parler des Ardennes, de la littérature, sans parler de Dotel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un auteur qui compte pour vous aussi. Oui, oui, tout à fait. Ah, oui. André Dotel est quand même très lu aujourd'hui. Il a quand même, il a disparu depuis un certain temps, mais néanmoins, il a un public très fidèle. D'ailleurs, il y a une association que vous connaissez sans doute, La Route Inconnue. J'en fais la publicité parce que, la promotion en tout cas, les gens qui perpétuent la connaissance de cet auteur très prolifique, très discret, modeste, et pourtant il a eu le prix Féminin en 1955. C'est vrai qu'il est né en 1900, donc ça remonte à un certain temps. Il nous a quittés en 91. Mais effectivement, alors du coup, moi j'ai travaillé sur l'ouvrage dont vous parlez. Alors c'était tout à fait dans mes cordes, c'était une déambulation. Ah ben merci de faire la promotion de cet ouvrage avec de remarquables photographies. Vous pouvez trouver le livre en noir et blanc. Sur le stand de quelqu'un. Alors il y avait le travail de 2 photographes, beaucoup en argentique pour ceux qui apprécient, et puis une présentation d'un journaliste, ami d'ailleurs, qui retrace la vie d'André Dotel. Et moi ce que j'ai fait, c'est un peu un exercice à la Dotel. C'est pas forcément simple, mais je connaissais bien les lieux puisque j'y vivais, enfin j'étais pas loin. Et l'idée c'était de créer un petit récit. Je ne sais pas si c'est poétique, mais en tout cas c'est une divagation au milieu de nulle part, avec des anecdotes un petit peu. Mais tout est réel. Et les dialogues que j'ai rapportés existent. Voilà. Notamment l'histoire du petit train, le dernier train qui existe là-bas. Ah oui, non, mais c'est très bien. Je vous remercie de mettre l'accent là-dessus, effectivement. Moi, je suis venu par André Dotel, par Jean-Claude Pirotte. Ah, justement, oui. Voilà, il n'y a pas de secret. Vous savez bien que ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chemins qui arrivent au même but. Et moi, c'est Jean-Claude qui m'a dit un jour, mais attends, il y a La Route Inconnue. Alors, j'avais déjà lu André Dotel. Mais après, effectivement, je me suis vraiment intéressé. Oui, allez-y. D'ailleurs, il avait dédicacé un été dans la conde. Voilà, exactement, tout à fait. Vous êtes vraiment un connaisseur. Je n'ai plus rien à ajouter. D'accord, très bien. Oui, c'est merveilleux. Je suis heureux de vous l'entendre dire. J'ajouterais de mon côté que Lumineux rentre chez lui et Le neveu de Paranclou sont 2 des plus beaux romans qu'on peut lire sur la littérature du XXe siècle. Ce sont 2 textes, notamment Le neveu de Paranclou, les derniers chapitres sur le réveil de la nature. C'est parmi les plus belles pages qui soient de la littérature française. Vraiment. Il y a de très beaux textes. Alors moi, j'y suis pas arrivé par Pirotte, mais par Philippe Jacotet. Ah oui. Mais effectivement, Dotel, un immense écrivain. Je ne sais pas s'il est si lu que ça aujourd'hui. Mais pas tant que ça. Il y a quand même des rééditions régulièrement. Phébus, par exemple. Mais on en trouve aussi. Enfin, moi, à une époque, j'en trouvais beaucoup à Paris chez les bouquinistes dans la collection blanche, notamment Bonne Barbara qui est évoqué dans ce livre, qui est un livre merveilleux. Mais tout est beau, enfin voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a tellement, c'est qu'on peut en lire un par an si on veut. Et on aura toujours des yeux d'enfant quand on lit Dotel. Merci à vous. Alors ce que je vous propose, c'est de vous dégourdir un petit peu les pattes avant la prochaine rencontre Bernard Thomasson pour le dictionnaire amoureux de la maison de la radio et de la musique. Vous
pouvez flâner un peu devant le beau stand de Calligramme et puis parler de façon un peu plus intime avec Mathieu Jiménez et Christophe Mailly. Merci beaucoup à nos lecteurs et lectrices, Sophie Grenot, Isabelle Morino et Sébastien Minot, connu sous le nom plume d'Alexis Bardini. Merci à vous.